told me I was telling you to connect me, my choose you. I thought they could have out. I always took that be right back. Me and you, I think it's big. You because I did not be. Ça, c'était dans la première partie. Deuxième partie, on va focus vraiment sur toi. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça, clairement? Mais attends. Ah, pardon. Ah, t'étais prête directement? Ah ouais, j'étais chaude, moi. Ah, mais vas-y. Sinon, j'allais introduire et Non, tout. vas-y, mais- vas-y. Non, va. Ah ouais, qu'est-ce qui t'a amené à rentrer dans le monde thérapeutique, puis transgénérationnel pour les personnes racisées? Alors, le milieu thérapeutique, moi, c'est parti d'une frustration et d'une notion d'injustice. Pour le contexte, moi, j'ai commencé depuis petite. Quand tu grandis en cité, tu vois tes parents, ils sont en train de trimer, ils sacrifient pour que tu aies accès à l'éducation, pour que tu puisses manger. Je voyais beaucoup de gens autour de moi qui souffraient. Beaucoup. Et en tant qu'enfant, je me suis dit, plus tard, quand je vais être grande, je veux permettre aux adultes d'être heureux. C'était ça mon pourquoi. Le why, le fameux why. Petite, tu t'es dit ça? À 5 ans, je regardais l'environnement et je me suis dit, mais pourquoi les adultes sont aussi tristes? Pourquoi ils sont comme ça? Pourquoi? J'avais plein de questions. Et je dis, bon, ok, plus tard, je veux que Ça aille mieux. Je veux permettre aux adultes de se sentir heureux. C'est vraiment le terme heureux. Donc, j'ai grandi. La notion de thérapie, je ne connaissais pas vraiment. Ce n'était pas au niveau de ma culture. La notion de psychologie, ça ne rentrait pas La dans psychologie, codes. c'est pour les fous? Voilà, il y avait cette notion-là dans de ça. l'approche thérapeutique. En tout cas, occidentale, c'est effectivement plus pour les fous. Mais même ça, c'est une croyance. Il faut comprendre le pourquoi du comment cette croyance. Et j'ai commencé avec des études de nutrition, de diététicienne. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 19 ans. Ok, donc à 19 ans, tu te dis, je veux le bien du corps. Je veux le bien des gens. Et je vais passer par le corps parce que j'ai conscience que l'alimentation, c'est ce qui impacte notre corps. Ok. Donc, on va commencer par ça. Et j'ai eu un premier déclic lors d'un de mes stages. C'est qu'on me demandait de travailler sur l'alimentation. Et j'avais devant moi une patiente en milieu hospitalier qui devait se faire opérer. Et elle me raconte son histoire. Et je lui pose juste une question. Et à quel moment vous avez commencé à prendre du poids? Et elle me parle d'un décès. Ça m'a bouleversée. Je me suis dit, ok, donc en fait, cette dame, quand je lui pose des questions, elle n'a pas de souci d'alimentation. Elle a commencé à grignoter. Ok. Mais il y a un élément déclencheur qui est émotionnel. Mais je ne suis pas formée à ça. Pardon de te couper brusquement d'ailleurs. Je trouve à un moment donné, oui, c'est bien de se former, mais tu as vu, pour moi, tu as fait preuve d'intelligence émotionnelle, d'intelligence humaine. Tu as juste écouté. Et tu sais, écouter, tu vois. Mais du coup, je me suis sentie impuissante. J'avais 20 ans. Ok. Donc, je me sentais impuissante de me dire, je ne sais pas comment l'accompagner. Je n'ai pas non plus la maturité, le recul. Et je ne peux pas la mettre dans un cadre où elle va être en sécurité. Moi, la notion de sécurité, bon, je pense que tu commences à comprendre, c'est un vrai sujet, la sécurité. Donc, je me suis dit, là, qu'est-ce que je fais de ça? Et ça m'a tellement marquée que quand j'ai terminé mes études, même ma maître de stage, elle m'a dit, mais tu pourrais être super douée. J'ai dit, non, je ne peux pas continuer. Parce que je trouve que la formation, elle est trop light pour vraiment respecter la personne dans sa réalité. Tout n'est pas qu'une question d'alimentation. Des fois, il y a beaucoup d'émotionnel. Et finalement, comme on segmente les choses, on ne peut pas respecter la personne dans son ensemble. Ça, c'était mon premier déclic de me dire, il y a un truc avec le bien-être. J'ai déposé ça quelque part. Je n'ai pas trop calculé. Juste, je ne me sentais pas à l'aise d'accompagner les personnes avec l'outil de la nutrition. Moi, j'ai eu une prise de conscience première prise de conscience, c'était à 23 ans, légère, après un divorce, où je me suis rendu compte que j'avais fait mes choix pour honorer les sacrifices de mes parents. Et il y avait ce tiraillement intérieur de je veux honorer mes parents parce qu'ils ont tellement fait pour assurer ma sécurité matérielle, pour m'assurer une éducation, mais en même temps, je ne suis pas heureuse des choix que je fais pour les honorer, parce que ce n'est pas les choix de mon cœur. Et il y avait ce tiraillement de... Oui, mais je dois bien faire. Voilà, mais ça, je dois c'est bien faire, ouais. mais en même temps, j'ai envie de m'écouter. Mais quel impact si je m'écoute? Et là, je me suis dit, ok, je vais peut-être aller voir quelqu'un, parce que ça m'a mené à des choix qui ne me rendent pas heureuse. Et du coup, je ne comprends pas trop mon pouvoir sur ma vie. Parce que finalement, je suis là,
Ouais. Mais je suis comme un chemin tracé qui n'est pas le chemin que j'aurais dessiné. Donc, qu'est-ce que je fais de ça? Ouais, je comprends. Donc, je suis allée voir une première thérapeute. Et là, j'ai eu mon premier choc. Premier choc, je lui partage mon histoire, je lui partage mon tiraillement, je lui partage mon vécu. Et elle fait un focus que sur mes parents. Ils sont toxiques, ils sont comme ci, ils sont comme ça, il faut couper contact. Incompréhension totale. Parce que je vois même dans son corps, elle est choquée, oui, mais en plus, vous, les gens de chez vous. Non. Ah, j'ai dit, ah ouais, non, toi, tu... Non. Non, j'ai dit, oh non, madame. Non. Elle était dans ses croyances, dans ses propres peurs. Donc, ça va que j'avais, comme tu dis, l'intelligence émotionnelle. Donc, j'ai observé la situation et je me suis dit, là, il y a un truc qui cloche. Donc, je lui pose des questions. 23 ans, je pose des questions à la thérapeute quand même. Hein. C'est elle après. Je dis, mais en fait, vous dites ça par rapport à mes parents, mais vous ne m'avez posé aucune question sur leur vécu, sur leur réalité, sur l'environnement dans lequel on a pu grandir. Oui, mes parents sont durs. Je ne vais pas mentir. Ils sont très durs. Par contre, la réalité de ce que eux ont pu vivre, c'est beaucoup moins dur que ce que eux me font vivre. Et dans leur manière d'être dur avec moi, je sais que c'est pour me protéger. Il y a juste la peur. Et encore une fois, on revient à cette notion de la peur de la mort. Si ma fille revient le soir, la nuit tombée, j'ai peur qu'on l'agresse. Si ma fille, elle va en vacances à l'étranger, je ne serai pas à ses côtés pour la protéger. Donc, oui, il y a une frustration en tant que jeune femme qui se construit parce qu'il y a des choses où je ressens que j'ai envie de m'affirmer et j'ai un peu peur de m'affirmer parce que j'ai peur d'être rejetée par ma famille. Mais en même temps, si je me détache un peu de ce que je vis et que je me mets à la place de mes parents, oui, je comprends aussi que c'est leur forme d'amour pour me dire « nous, on ne veut pas te perdre et on veut ton bien ». Je comprends. Et peut-être que malheureusement, ils n'avaient pas le temps de travailler sur eux, tu sais, d'introspection pour s'apaiser, parce que la peur, c'est limitant. Mais quand tu écoutes vraiment ce qui se cache derrière, ça te libère, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, mais après, il faut reprendre encore une fois la base. Comment est-ce que tu peux penser à du dev perso quand ton sujet premier, c'est comment est-ce que je vais nourrir mes enfants? Ouais. Non, je le pointe pas du tout. Hein. Non, ouais. c'est une chance d'avoir du temps. C'est une chance que nous, aujourd'hui, et encore une fois, on doit bien comprendre et ancrer, c'est que nos parents, qui sont souvent des personnes immigrées ou descendants d'immigrés, on va reprendre la pyramide des besoins. Ouais. Le matériel, manger, dormir, la sécurité, c'est la base. Après, on peut commencer à parler d'épanouissement, d'émotions, tout ça. Donc finalement, nous, on a la chance d'avoir ça parce que nos parents se sont battus pour assurer notre sécurité matérielle et notre éducation et l'accès à l'éducation pour qu'on puisse avoir accès à l'information, pour qu'on puisse être et prendre place dans la société qui n'a pas été façonnée pour nous, mais en tout cas, ils nous ont partagé des éléments pour qu'on puisse s'affirmer à prendre place. Donc quand j'ai devant moi une thérapeute qui est dans ses peurs, oui mais vous les gens de chez vous, ah mais en même temps c'est normal, il n'y a que ça, je dis elle est en train de partir en vrille. En plus c'est ta première approche. C'est ma première approche, je suis devant une psy, je comprends, elle ne comprend pas ma culture, elle ne comprend pas l'environnement, elle me parle de quartier, elle était dans un trip autour des quartiers, j'ai dit bon... Ah, elle avait l'imaginaire des quartiers. Ah oui, un imaginaire, mais débordant. Hein. La dame pouvait écrire un roman. Hein. Je pense que ça aurait été peut-être un succès. J'ai dit, bon, ok, j'arrête. Ouais. Je prends du recul. Finalement, j'ai eu ce premier déclic de me dire, je sors de la séance, pourquoi c'est toujours à nous de nous adapter? Pardon, ça a duré combien de temps? C'était une séance. Hein. On a fait une séance hein. Ok, une séance, t'as dit? J'ai dit non, elle me reverra pas. Ok. Mais je suis sortie de là avec... cette notion de frustration et d'injustice. Ouais. Pourquoi? T'as 23 ans, tu te dis, c'est encore à moi de m'adapter. Je travaille, il faut que je m'adapte. Je dois ranger mes cheveux, je dois me lisser les cheveux, je dois pas montrer que je viens de quartier. Je dois. Vous m'avez gavé. Et vraiment, ce truc de vous m'avez gavé. Même dans mon épanouissement psychologique, je dois lisser mes propos ou... Oui, mais non, mais oui. Du coup, je peux pas travailler sur moi.
Mm. Première frustration. Je dis, bon, peut-être que c'est que mon ressenti. J'avais pas encore cette notion de personne racisée. C'était juste, bon, peut-être que c'était pas la bonne personne. Ok, bon soupçon. Bon, allez, on va laisser le bénéfice du doute. Et ensuite, j'ai fait un travail avec une autre thérapeute, plutôt thérapie brève. Et là, Ok. ce qui m'avait plu dans l'approche, c'est que certes, elle n'avait pas les codes pour comprendre ma réalité, mais finalement, les outils, c'était moi qui explorais toute seule ce que j'avais exploré. L'hypnose, on te guide à l'intérieur de toi, mais en réalité, c'est ta réalité qui ressort. On t'implémente rien. Si la personne n'a pas les éléments pour implémenter, elle peut pas le faire. Oui. Donc, finalement, tu t'observes toute seule. Donc, j'aimais cette notion de Ok. liberté. D'autonomie. Oui, pardon. Je suis autonome, Mm. donc je peux m'observer de moi-même à l'intérieur, par moi-même. Je peux faire ma propre interprétation. Si elle me raconte n'importe quoi en soi, je m'en fous, parce que j'ai les éléments pour moi-même m'analyser. Donc, ça m'a aussi appris à me faire confiance. Mais il y avait quand même cette notion de l'approche n'est pas adaptée, parce qu'elle ne comprend pas ma réalité, et c'est à moi à chaque fois de retraduire les éléments. Donc, ça demande une petite gymnastique. Pour une personne pour qui la mission de vie est d'être thérapeute, je trouve qu'il est normal de se casser la tête Bien sûr. et de ne pas avoir peut-être le bon thérapeute directement. Il fallait sûrement passer par tout ça pour savoir c'est quoi le rejet, l'incompréhension, l'injustice, tout ça, pour te dire ok, Et puis je veux pas être ça. Et puis je suis là maintenant, donc en soi je me dis tant mieux, parce que ça a créé quelque chose en moi qui m'a Ouais. donné envie de me former. Donc oui, il y a vraiment eu cette notion-là autour de l'accompagnement où je me suis dit bon, déjà faut casser la croyance que je suis une personne racisée et j'ai le droit de me faire accompagner et je ne suis pas folle. Ça, c'était un vrai sujet. Mais finalement, en prenant un peu plus de recul et en questionnant par exemple ma grand-mère à l'époque, elle m'a dit quelque chose qui était tellement pertinent. Il y a eu un déclic à l'intérieur de moi. Elle me dit, nous, on dit que la thérapie des Blancs, c'est un truc pour les fous. C'est parce que souvent, quand tu parles trop, on t'enferme. Il y a un truc qui s'est passé à l'intérieur de moi. Donc en fait, c'est pas... Elle m'a dit, c'est pas qu'on n'a pas le droit de prendre soin de nous. Elle a dit nous-mêmes, on a nos façons de faire. Hein. Elle a dit, on a nos trucs à nous. Et elle dit, oui, c'est vrai, Tété, on a nos trucs à nous. Mais elle m'a dit, la réalité, c'est que dans leur manière de faire, on dirait que si tu parles trop, on va t'enfermer, on va te mettre dans une camisole et tu vas être foutu dans un trou. Donc il y avait Oula, t'es incontrôlable, toi. Voilà, il t'es... y Oula. avait un peu cette peur d'eux. Elle dit, en plus, nous, déjà, dès qu'on commence à trop s'affirmer, c'est pas apprécié. Mais t'imagines, tu vas voir quelqu'un, tu peux te faire enfermer juste parce que finalement, tu es une personne racisée et que dans ce que tu vas dire, tu vas être considéré comme trop incontrôlable. Et là, je vais faire référence aux travaux de Frantz Fanon, qui a prouvé que effectivement, il y avait cette vision de dès qu'une personne racisée s'autorise à s'exprimer ou être dans un trauma ou dans une colère, elle est incontrôlable, faut l'enfermer. Donc, est-ce que notre croyance, c'est la thérapie, c'est un truc de blanc, ou la vraie croyance, c'est plutôt la thérapie créée pour les blancs n'est pas adaptée à la réalité des personnes racisées. Donc j'ai peur de ne pas être considérée, d'être enfermée. Et là, on rentre sur autre chose. Waouh, merci. Ouf. En fait, même moi, là, tu déconstruis beaucoup de choses. Je me disais, parler, ça va servir à quoi? Pardon. Par là, la bonne personne, Ouais, c'est ça. c'est plus ça. Et je le redis, je regarde dans la spiritualité ancestrale, bien évidemment, il y avait nos formes de thérapie, il y avait la personne qui était en plus au centre de la communauté, qui était celle qui écoutait, qui recommandait, qui redirigeait, qui soignait. Donc on ne peut pas dire qu'on n'a pas, on n'a pas envie de prendre soin de nous. C'est juste qu'on a cette volonté d'être reconnu, qu'on puisse prendre soin de nous correctement. C'était la nuance. Donc quand elle m'a dit ça, je dis ouais, chaud. Choc. Chaud. Oui. Choc. J'avais 24 ou 25 ans. Choc. Je dis waouh. Ouais. Masterclass. Oui. Donc là, j'ai eu aussi un déclic de me dire ok, je vais continuer à aller voir ma thérapeute parce que finalement, ça me faisait du bien. C'était une thérapie brève, donc tu n'as pas d'engagement. C'était aussi l'avantage. Et j'avais ce truc dans ma tête de c'est pas à nous de nous adapter. On a le droit d'avoir des espaces où on se sent en sécurité, où on est considéré. Stop.
Et le gros déclic, ça a été à mes 25 ans. J'ai eu un accident de voiture Ok. où j'ai failli y passer, hein. Ouais. Et j'arrive à l'hôpital et je vois ma vie défiler. Donc c'est vrai cette image. Ah ouais, je vois ma vie, je vois ma manière d'être, ma manière de faire. Et là, je me suis posé une question. Je me souviens, j'attendais pour qu'on puisse me passer un IRM. Mais Katia, tu serais partie aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aurait dit de toi? C'est... Ah Et ouais. la seule phrase que j'ai eue dans ma tête, c'est « Ah, c'était quelqu'un de gentil, c'était une bonne fille. » Je me suis effondrée. C'est ça que tu veux laisser dans ce monde? T'étais quelqu'un de gentil? T'étais une bonne fille? Ouais, c'est bien, c'est super, hein. Mais qu'est-ce que t'as vécu pour toi? Qu'est-ce qu'on peut dire de tes choix? À part que t'as suivi les attentes de tes parents, que t'as été une personne qui a voulu bien faire, qui est bosseuse. Faites que des choses qui sont dirigées vers les autres. Mais qu'est-ce qu'on C'est peut ça. dire de toi, de ta personne? Tu as bien servi. Exactement. J'ai bien servi. J'étais Ouais. un bon soldat. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de moi, de mes actions que j'ai menées par rapport à mes propres valeurs? Et ce qui me tient réellement à cœur? Rien. Ah, j'étais en train de pleurer. Ah. J'ai dit, ok, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, ma vie, elle commence. Ma vie, mes choix, ça commence maintenant. Et si mes parents ne sont pas en accord avec ça, même si la société n'est pas en accord avec ça, honnêtement, faudra faire avec. Ouais, j'y vais. Ah, j'y vais, écoute, hein, de toute je- façon, j'ai failli canner, donc Ouais. tu Ouais. dis, j'ai plus rien à perdre, Ouais, je comprends. donc j'y vais. Et c'est au fur et à mesure de ce travail-là où je parlais tout à l'heure de cette notion de remettre son pouvoir. Oui, bien sûr. Donc, la thérapeute que je voyais, à un moment, je me suis dit, mais il y a un problème. On travaille sur des trucs, mais à aucun moment on vient travailler sur mes blessures d'enfance. C'est que sur des trucs de l'instant T. Pourquoi est-ce qu'on remonte pas? Après, t'as voulu faire brève. Thérapie Dans la brève. brève, tu vas dans les blessures de l'enfance aussi, hein. Ok, d'accord. Ah bah oui. Ok. La thérapie brève, c'est une approche. Ok. Mais tu es censé remonter à la source. Ok. Il y a quand même quelque chose là. Je vais la voir ponctuellement. Mais je sens que j'ai pas les C'est outils pas pour complet. être... Il y a un truc qui me manque. Donc là, je lis un livre sur les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Je dis, oh, truc de dingue. Grosse découverte. Ah oui, ça me parle. T'as l'impression dans toutes les blessures. J'ai ça, Ouais, j'ai ça, j'ai tout ça. Je dis, Bah, bon, on a ok, tout ça, je vais d'ailleurs. trouver quelqu'un, je vais trouver une personne qui va me permettre de travailler dessus parce que ça me parle et je vois vraiment que ça me bloque. Et je tombe sur une femme racisée. Donc c'est une femme portugaise brésilienne qui est On peut la devenue... retrouver? Pardon? On peut la retrouver? C'est une thérapeute ou ça a rien à C'est une voir? thérapeute, oui, bien sûr, Ok, bien ok. sûr. Et qui a été formée par Lise Bourbeau Ok. sur les blessures de l'âme. Donc je vais voir cette dame et là, choc. Choc. Elle me dit, mais ta thérapeute, elle t'a volé ton pouvoir? Elle me dit, toi-même, t'es thérapeute. Et je dis, mais c'est marrant, parce que je lui parlais de ça, et elle me disait que j'étais pas prête, que ceci, que cela. Elle m'a dit non. Ah, donc en plus, tu dis à ton ancienne thérapeute... Je ça- dis, je sens l'envie d'accompagner les gens. Je sens que c'est pas forcément moi, parce que je me considérais jeune. Ok. Et je considérais que j'avais pas vu assez de choses et que j'étais pas assez libérée du syndrome du sauveur. Je dis, moi, je D'accord. sais que Ok. accompagner les personnes, c'est une responsabilité. Bien sûr. Et je sais que je ne veux pas les sauver, mais je veux Ouais. leur apporter un cadre où ils vont pouvoir se découvrir. Donc je vais la voir, elle était choquée. Je me dis, attendez, moi je comprends pas, parce que moi j'ai devant moi une collègue. Qu'est-ce qu'elle a fait avec vous? À part vous maintenir et prendre votre argent. Dans la première partie, justement, tu parlais de voleur d'énergie. Oui, C'est ce qui s'est passé? c'est ce qui s'est passé. C'est que finalement la personne, elle s'est nourrie de ma volonté d'aller mieux et d'être OK de mettre les moyens pour aller mieux. Et aujourd'hui, l'abus thérapeutique existe. Ouais. Donc, je dis, OK, mais moi, je pensais que c'était normal, on travaillait au fur et à mesure. Elle m'a dit, oui, mais travailler que sur des sujets à l'instant T, ça ne va pas vous permettre de retrouver votre autonomie et votre plein pouvoir pour vous-même aller là où vous devez aller. Elle dit, je vous le redis, vous êtes une personne qui est amenée à accompagner des autres. C'est juste qu'elle ne voulait pas que vous puissiez accompagner. Elle ne voulait pas une concurrente. Je fais, hein? Comment ça? Ouais. Elle m'a dit, oui, ça le renvoyait à trop de choses. Vous êtes une femme maghrébine,
dans son, Sur sûrement son dans sa empowerment. vision des choses, c'est pas concevable. Pour vous, vous devez être celle qui uniquement peut être accompagnée, mais pas qui a le droit d'accompagner. Donc, encore une fois, tu dis, ah ouais, si tu n'as pas conscience de ton pouvoir, c'est pour ça que je dis tout à l'heure, quelqu'un d'autre aura accès à ça. Ouais, dans la première partie, c'est vrai que j'avais du mal à comprendre au Oui, début. c'est en lien avec ça, même quand tu Ouais, c'est as ça, en fait. accès à t'es confronté à un Oh, c'est pervers fou. narcissique ou quoi que ce soit, c'est que tu as quelque chose en toi, tu as une lumière en toi Que tu n'as pas que tu vu. ne vois pas. Ouais. Donc, du coup, les autres peuvent la voir et peuvent se servir dedans. Et des fois, tu te sens vide. Tu te dis, ah, c'est bizarre, je suis fatiguée. C'était en lien avec ça. Donc, quand j'ai eu cet échange avec cette thérapeute, j'ai eu un déclic. Mais vraiment un déclic. J'ai dit, OK. Quel âge? J'avais 27 ans. Mais ça fait du bien je trouve, de chronométrer. Non, ça se dit pas. Bah, avoir la chronologie des faits. C'est ça. Parce que tous ces changements ou le fait d'être à sa juste place, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et t'as vu, ça fait des micro déclics. Et heureusement que ça s'est fait dans ce timing-là et pas tout d'un coup. Ouais, Parce que ouais. finalement, c'était Non, le tout bon d'un coup, timing. Ah, j'aurais craqué. J'aurais craqué. Donc là, quand elle me dit ça, je dis, OK, donc ce que je ressens Elle m'a dit oui. Et là, je me suis posée, j'ai dit, OK, je parle avec une amie, on parle de santé mentale. Elle m'explique qu'elle aussi, elle a eu ce sujet-là où elle allait voir une psy. Elle a eu le même vécu. Oui, on a jugé mes parents, ça m'a braqué. Il y avait à chaque fois ce truc on a jugé mes parents, ça m'a braqué. J'ai dit, OK, je ne suis pas seule, il y a un sujet. Donc, je me suis formée à différentes approches, tout en ayant bien conscience que ces approches-là, c'était à moi de les réadapter par rapport à notre réalité. C'est des outils, mais les outils ne guident pas ma manière de gérer une situation et l'accompagnement. C'est ça. Et comme tu disais tout à l'heure, en fait, il y a les outils, merci, et heureusement, il faut des formations, mais il y a ta boussole intérieure. Bien sûr. Ton écoute. C'est ça. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on a en nous et qui va être développé en fonction de ce qu'on a envie de partager dans ce monde. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est ces choses qui, pour moi, plus jeune, étaient un peu assez lourdes, parce que de ressentir les blessures des gens, c'est lourd. Hein. Oui, bien sûr. Mais quand tu grandis, que tu te dis que ça peut être mis à profit pour permettre aux personnes d'être bien dans leur vie et d'avancer, d'être plus libres, Ça fait sens. tu dis, bon, OK. Ouais, Bon, finalement, j'ai quelque chose, c'est sympa. ça va. On va pouvoir exploiter ça pour mettre à profit d'autres personnes. Et il y avait vraiment cette notion de je veux accompagner les personnes racisées. Je ne veux pas que d'autres personnes vivent l'injustice que j'ai vécue. C'était pas concevable. C'était pas concevable. Et on m'a posé la question, mais Katia, pourquoi est-ce que tu n'as pas fait pourquoi est-ce que tu n'as pas passé ton diplôme de psychologue? Ouais. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que je vais donner 5 ans de ma vie pour me former à une approche qui ne nous a pas humanisés? L'approche, elle n'a pas été créée pour nous. Pourquoi je vais donner 5 ans de ma vie pour ça? Attention, les psychologues sont nécessaires. Moi, je travaille en collaboration avec des psychologues parce que, encore une fois, j'ai mes limites. Il y a des choses que je n'ai pas le droit de gérer en accompagnement. Il faut connaître ses limites aussi. Hein. Bien sûr. Mais pour moi, c'était une perte de temps parce que mon focus, c'était les personnes racisées C'est ça. et la reconnexion à soi et à ses ressources, dont l'ancestralité. Pourquoi je vais aller me former dans une institution qui, encore une fois, ne nous a pas considérés? Ou en tout cas, parler de nous, c'est peut-être 2% du programme. On est 2%? Non. Ah, j'aime bien. J'aime bien ton affirmation et le fait que tu prennes ta place. Et pour moi, justement, je trouve on peut parfois tomber dans une société, enfin, une façon de penser binaire. S'il y a ça, c'est qu'il n'y a pas ça. Il peut y avoir les deux, il peut y avoir les trois, il peut y avoir tout. Heureusement que tu existes, heureusement que les psychologues existent, heureusement que tout le monde existe et on a tous la place pour ça et c'est cool, c'est OK. Bien sûr. Donc, ça y est, t'as le déclic, tu te dis OK, c'est bon, ça fait sens, c'est clair. Comment tu sais que ce que tu fais est juste et comment tu fais pour trouver cet équilibre-là, justement, de pas sauveur, mais en même temps accompagnant, mais en même temps, enfin, comment tu fais à tes débuts, quand tu commences, pour être sûr que, OK, je suis en place? Alors, déjà, moi, le premier sujet, c'est dans mon cœur, je savais que c'était les personnes racisées que je voulais accompagner, Ouais. mais je ne le mettais pas. Je me suis dit, regarde qui va venir vers toi naturellement. C'est bien, enfin, OK. J'ai préféré qu'on me choisisse et que finalement, c'est les autres qui ont affirmé elle accompagne les personnes racisées, elle est adaptée pour nous, que de noter d'entrée de jeu, je suis là pour vous accompagner. Parce que j'avais aussi besoin de me confronter à la réalité. Ouais. Entre ce qu'on veut et la réalité, des fois, il y a un fossé. Et effectivement, j'étais confrontée à des fossés. C'est vrai? Bien sûr. Genre quoi? Déjà, tu commences, tu as la croyance où
quand tu es capable d'apporter de la légèreté dans le cœur des gens, tu ne te fais pas rémunérer. Ah, Donc, tu avais ce premier truc de, OK, je vais me lancer, mais est-ce que je suis légitime à me faire payer combien, ouais, genre. Ouais, comment faire? Ouais, c'est vrai. C'est Est-ce une que c'est excellente bien? question. Est-ce que c'est mal? Donc, finalement, tu travailles aussi ton rapport à l'argent. Donc, il y avait ce premier sujet, c'était aussi se faire payer. Ouais. Là où tu as passé ta vie à aider des gens, c'est fait gratuitement. Hein. Donc, tu te dis, bon, OK, va falloir que je sois OK qu'on me donne de l'argent. D'accord. Encore contexte. Oui, mais dans notre ancestralité, la personne qui accompagnait les gens était au centre de la communauté. C'était la communauté qui prenait soin de cette personne-là. Ouais. Donc, il faut que je puisse prendre soin de moi. Donc, c'est normal de me faire payer. Parce qu'aujourd'hui, Exactement. ça veut dire passer par de l'argent. C'est C'est pas juste on te construit une maison, on te ramène un poulet. Non. Ça passe par l'argent pour que tu puisses après rediriger vers toi. OK, T'as fait la paix. j'ai Ok. fait le taf. Mais c'était une étape. Première étape, c'était déjà celle-là. Après, il y avait la notion de je parle aux personnes racisées, mais est-ce que je suis vraiment légitime à accompagner toutes les personnes racisées? Je suis une personne d'Afrique du Nord. Est-ce qu'une personne noire va se sentir OK d'être accompagnée par moi? Est-ce qu'elle aura envie que je l'accompagne? Et après, ça renvoie aussi à l'histoire. Ouais. La notion, la vision qu'il y a entre l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne. Moi, je Même suis- l'Asie, tu vois, par exemple. Voilà, est-ce que Ouais. tout le monde va. Mais je vais faire un focus sur l'Afrique parce que, Ok. comme il y a déjà cette notion de Afrique du Nord, Afrique subsaharienne, le terme Maghreb, où tu as l'impression que le Maghreb, c'est en dehors de l'Afrique, parce qu'il y a une notion de couleur. Donc, la personne, quand elle va me voir, est-ce qu'elle va me voir comme une thérapeute qui la comprend, qui la respecte, ou est-ce qu'elle va se dire, ouais, encore une arabe qui veut nous accompagner, alors que derrière l'histoire fait que. Sauf que moi, par exemple, je ne suis pas arabe. Je sais, tu es kabyle. Je suis kabyle, je suis Ouais. amazigh, donc c'est une autre histoire, c'est une autre façon de voir les choses et d'être en lien avec ses racines africaines. Ouais. Il y avait cette notion de comment est-ce que les gens vont me percevoir. Moi, Katia, j'arrive, je vais accompagner les personnes racisées. Et j'ai eu une très bonne surprise, c'est que les gens sont venus à moi. J'ai pas eu besoin de poser, je vous accompagne ou de même, des personnes venaient à moi. Je viens vers toi parce que tout le monde. Je viens vers toi parce que je me sens en sécurité. J'ai eu un premier rendez-vous avec toi, j'ai vraiment senti enfin. Et c'était même pas le soulagement, c'était le enfin quelqu'un qui comprend ma réalité sans occulter une partie de ma vie. Enfin. Et c'est là où tu sens que tu es dans le juste. Ouais. Tu dis, OK. La personne, elle s'est sentie comprise, elle s'est sentie en sécurité, on est bien. Et c'est aussi le cadre que tu poses. Moi, je préviens les personnes d'office. On est dans une collaboration. Je ne suis pas devant, je ne suis pas derrière. On ne marche côte à côte. Mais avec ton consentement. On ne va pas prendre une direction si tu n'es pas d'accord, si tu ne te sens pas prêt à aller dans cette direction-là. Ouais. Donc finalement, le juste, ta notion de justice à toi, c'est pas peut-être ma vision de la justice pour moi. C'est ça. Et Il va à chaque fois, falloir le c'est dire, ouais. redéfinir en fonction de la personne que tu as devant toi. Donc, tu peux pas être protocolaire. Évidemment. À qui tu le dis? Dans tes accompagnements au début, même là, maintenant, actuellement. D'ailleurs, t'as quel âge? Je peux te poser J'ai la 35 ans. Ok, d'accord. Ouais, donc entre 27 à 35, c'est ça? Alors, j'ai commencé à accompagner à 30 ans, donc ça fait 5 ans que Ah, ok. je suis en accompagnement. Ok, d'accord. Pardon. En accompagnant, est-ce que t'as appris des choses sur toi-même? Tellement. Ouais. Déjà, au niveau du transgénérationnel, j'ai appris beaucoup de choses sur l'histoire, Ouais, l'histoire. au global. Et de toute façon, chaque personne que tu accompagnes vient faire écho, on l'a dit tout à l'heure, vient faire écho à des facettes de toi. Dans la première Donc, partie. des fois, tu vas avoir une personne, ça va peut-être faire écho à ton passé, Oui. ou à des choses que toi-même que tu dois travailler à l'instant T. Donc, chaque personne que j'ai eu l'honneur, parce que moi je considère que c'est un honneur d'accompagner, à chaque fois, je suis ressortie grandie. Donc finalement, c'est un échange. C'est pour ça que je parle de collaboration. Oui. Je ne suis pas au-dessus de la personne. Ouais. C'est juste que je vais avoir la capacité de voir un chemin qui sera beaucoup plus facile et sécurisant. Pour moi, je considère que c'est facile parce que ça fait partie de mes facilités. Mais je ne suis pas au-dessus de la personne. Je comprends. C'est hyper important de le préciser. On est dans une collaboration. On est deux humains. T'as vu, on est sur Terre. Exactement. Sur Terre, c'est bizarre un moi, peu. je suis humaine, je suis pas parfaite. Ouais. Pardon. Moi aussi, j'ai mes traumas. Je te jure. Et tu sais, c'est marrant que tu dis ça parce que je suis partie voir une kinésiothérapeute. Ok. Kinésio, c'est celle qui fait parler le corps, en tout cas la mémoire corporelle. Et elle m'a dit une histoire où justement, elle était en... Bref, elle côtoyait un autre thérapeute. Et ce thérapeute-là, pour savoir si il allait bien, en fait, ça se voyait dans ses patients. Et à un moment donné, il a
tellement fait la paix, travaillé, que tous ses patients, c'était bon. Il n'avait plus de raison de venir le voir et il n'avait plus de patients. Et son cycle, il était terminé. Tu vois? Apparemment, ouais, le type de patient ou de client qui viennent te voir, c'est des... Ouais, ça résonne avec toi, en fait. Ça résonne toujours avec soi et avec des parties de ton histoire que tu dois soit travailler ou pour te Ouais, faire prendre conscience que c'est OK, ouais, c'est fini ou ouais. tu dois explorer ça. Donc finalement, ça te demande à chaque fois, bon, alors pas, tu vas pas faire ça avec chacun de tes clients, hein, bien évidemment, mais quand tu sens que tu réagis sur quelque chose, Mm. te dire pourquoi. Ouais. Toi Qu'est-ce aussi, qui en fait gros. écho en moi là? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu dis en moi, c'est toi en tant que En thérapeute. tant que, Ou par la en tant suite, que... quand la séance elle se termine, en tant que personne, D'accord, parce que ok, pardon. quand j'accompagne, j'ai une posture Hmm. où je suis focus sur la personne. S'il y a un truc qui se déclenche en moi, je le prends, je le mets de côté, je dis bon, on verra ça plus tard. On va pas pleurer à deux comme Ah, on verra ça plus tard. Ah, je me donne le droit de pleurer en fin d'accompagnement. ça. Ok. De gratitude du cheminement passé ensemble. Ok, d'accord. Ah, ok. c'est vraiment notre petit moment, on est Ouais. en train de pleurer et tout. C'est important. Mais sinon, durant l'accompagnement, qu'il y a un truc qui se déclenche, je dis bon, ok, je mets ça de côté, on verra plus tard. Et après, je peux travailler sur moi. Mais oui, bien sûr. Ok. Est-ce que tu t'es déjà trouvée impuissante face à une situation? Impuissante, non. Qui me demande de prendre position, oui. D'accord. C'est-à-dire une personne qui vient me voir dans la manière, l'attitude d'être en accompagnement où tu sens que la personne, elle veut comme te tester pour voir tout ce que tu peux voir en elle. Ah ouais? Ça peut arriver. Ok. Tu peux être dans cette posture-là de bah, je vais voir, on va voir qu'est-ce qu'elle peut réellement voir en moi. Genre, c'est quoi? Ça veut dire il va dire des mensonges et toi, tu vas dire... Non, dans la posture, c'est la personne qui ne parle pas forcément et elle attend Bah, que tu la du- devines. Du coup, on se regarde. Enfin... Ça peut arriver. Ah ouais? Ça peut arriver. Donc finalement, c'est pas de l'impuissance, c'est juste que ça demande d'être au clair. Moi, ça m'est déjà arrivé de dire à la personne, écoute, parce que moi, c'est un engagement, c'est un accompagnement. Je fais pas à la carte pour plusieurs raisons. Déjà parce que je n'ai pas envie de déclencher un truc chez une personne, elle ne vient pas me voir et elle n'est pas en sécurité. Et au moins, c'est un engagement mutuel. Je m'engage à t'accompagner de A à Z. Tu t'engages dans ton cheminement de A à Z. Le cadre, il est posé. Mm. Mais quand je sens ça, j'ai pas de souci à dire à la personne, écoute, si ton besoin, c'est d'être confronté à une voyante qui va te lire à chaque séance et que tu ne veux pas parler parce que tu es dans une posture de force, c'est peut-être que tu ne te sens pas en sécurité avec moi et je préfère te rembourser, va trouver ton bonheur ailleurs. Ok. Donc ça demande juste de poser. Après, impuissante, Ouais. une personne devant moi, un traumatisme à travailler, non. Ok, où tu sais, on travaille ensemble, on travaille. Et là, il y a un point sur lequel où tu t'y attendais pas, tu te dis, ah ouais, ça là, je l'ai jamais vu venir en fait. Non. Ok. Non. Après, j'ai pas de souci à rediriger une personne si je sais Ouais. qu'une approche sera plus adaptée. D'accord. Est-ce que tu as déjà eu des personnes ou des situations où ça relève plus de l'émotion ni de... Là, c'est occulte. Ah oui, ça... Ah ouais? Ouais. T'as dit un oh oui en mode... Ah oui, ouais, c'est... Souvent. Ça peut arriver assez souvent, oui. C'est quoi le cas qui t'a le plus marqué peut-être? C'était une personne qui avait fait le travail sur elle et qui ne comprenait pas pourquoi les choses n'arrivaient pas à s'ouvrir au niveau professionnel. Tu fais tout bien, tu es au clair avec toi-même, ça s'ouvre pas. Quelle injustice. Et finalement, bah, la personne, c'était plus en lien avec l'occulte. Et là, j'ai dit, bon, je Ok. ne gère pas ça. Ah, c'est pas dans tes cordes. Non, Ok. je ne gère pas ça. Je n'ai pas envie de gérer ça. C'est surtout, je n'ai pas envie de gérer ça. C'est là où tu vois tes limites. Il y a des limites D'accord. où c'est plutôt de l'ordre très spirituel, donc occulte. Tu te dis, bon, j'ai pas envie d'y aller. Il y a de l'ordre où ça va être ta limite parce que l'État, la loi fait que tu ne peux pas accompagner ça, donc tu vas travailler en synergie avec un psychologue, Ouais. et ainsi de suite. Il faut vraiment être au clair avec son cadre, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne veut pas faire. A contrario, est-ce que tu as une situation ou un accompagnement, le plus bel accompagnement que tu as pu opérer ou faire en collaboration? Waouh. Où ça t'a appris sur toi, sur l'autre, sur le plus bel accompagnement en fait. Alors honnêtement, chaque accompagnement, comme je t'ai dit, souvent à la fin, je pleure C'est vrai? de gratitude. Ok. Je me dis, ah, j'ai tellement de la chance de pouvoir assister à l'éclosion d'une personne C'est vrai. que tu te dis, mais t'as de la chance de... Moi, je me considère extrêmement chanceuse. Un des accompagnements qui m'a le plus marqué, c'était le premier accompagnement que j'ai pu avoir avec un homme. Et ça m'avait énormément touchée de voir
que cet homme-là, en ayant fait un travail sur lui, il avait pu sauver son mariage. Parce qu'il avait une autre vision de sa femme, il avait une autre vision de sa famille, il avait pu prendre une autre posture. Ça m'a... Je me dis, ah ouais. Ouais. Même la vision d'un homme, justement, la réalité d'un homme. Oui, les hommes souffrent, hein. Bah ouais. Moi, Les je suis hommes une femme, je souffrent. ne connais pas. Enfin, Les hommes souffrent. On a nos sujets. Moi, je sais que j'ai créé le concept du syndrome de la femme forte en 2021 pour pallier au manque de la représentation de la femme raciste dans sa réalité, ou même de la femme tout court. Déjà, au global, une femme, elle a une charge mentale. Si tu es une femme au foyer où tu travailles, tu as une charge mentale, de toute façon. Et quand tu es une femme racisée, tu vas avoir d'autres sujets à travailler, et ainsi de suite. Ce qui peut créer chez nous une hyper-indépendance, parce qu'on veut dépendre de personne, on ne veut pas être déçu, parce qu'il y a aussi un lien avec l'histoire, il y a un lien avec le transgénérationnel. Mm. Mais l'homme aussi souffre. Donc quand tu vois un homme se dévoiler, Oui, quand tu prends conscience que nous, en tant que femmes, la société nous a un peu mis dans la case de tu dois être une poubelle émotionnelle. ouais, t'es la thérapeute, t'es la confidente, c'est normal, tu vois. C'est même pas que confidente, parce qu'une confidente, elle peut poser ses limites. Ouais. Tu dois être une poubelle Ah. émotionnelle. Mais il y a aussi l'homme qui souffre de tu ne peux être que reconnu si tu es une machine à cash. On se rend pas compte C'est vrai. de la charge mentale qu'un homme a de se dire le respect qu'on me porte, Ma l'amour valeur. qu'on me porte, ma valeur, mon estime se base sur le montant que j'ai sur mon compte en banque et comment je vais rincer mon entourage. Finalement, de voir un homme se dévoiler, prendre conscience de ça, qu'il a le droit d'être plus que ça, qu'il a le droit d'avoir des émotions. C'est toujours un homme, c'est des émotions, c'est toujours un homme. S'il montre sa vulnérabilité à sa femme ou à son entourage et qu'il se rende compte que c'est ce qui crée aussi du lien avec les autres et qu'une personne qui est devant lui, qui n'est pas capable de le respecter dans ça, ne mérite pas d'être dans sa vie, dit waouh, Ouais, on est sur autre chose là quand même. ouais. Nous, on peut bosser sur nous. Mais qu'un homme prenne conscience qu'il a aussi le droit à son épanouissement et que son épanouissement ne passe pas que par le financier, le matériel pur, Ouais, je te dis ok. ouais. C'est marrant, ça me fait penser au... J'ai plus son nom. Un homme sur Instagram. Mon Dieu, oh là là, qui m'inspire. C'est un homme, tu sais, il entraîne des petits garçons en boxe ou en... Ok. Tu vois, c'est qui? Non? Ouais, j'ai l'image. Tu sais, il est chauve avec une barbe. Je le mettrai en description. Et il a cette masculinité et cet équilibre. Parce qu'il accueille les émotions. Tu sais, les petits, quand ils boxent et tout, tu sais, des fois, ils craquent, ils pleurent. Et il les accueille. Et il pose des mots justes ou des fois des silences pour recevoir et écouter. Pas juste donner le cadre, mais juste recevoir. Bien sûr. Cette masculinité-là, ouh là là. On a besoin de ça. Ah ouais, On a besoin de ça. ouais. Un homme qui a fait le travail même de lâcher prise. Qui s'est libéré. Ouais. Même pour lui. Ouais. T'imagines, il sort du travail, il est stressé. Je vais à la salle, là. J'allais me défouler. Et tu dis, mais en même temps, je peux aussi comprendre que c'est pas évident Ouais. pour un homme de s'ouvrir aujourd'hui à une femme, Ouais. parce qu'on nous-mêmes, on s'est tellement déconnecté de nos émotions Mhm. pour pouvoir survivre, pour pouvoir agir, pour pouvoir être dans l'action, que tu te dis en tant qu'homme, et c'est les retours d'hommes, c'est cela, c'est mais comment est-ce que je peux m'ouvrir à une femme? Elle va se foutre de ma gueule, Ah. elle va rigoler, parce qu'elle-même, elle s'autorise pas à pleurer. Elle-même, elle s'autorise pas à partager ses émotions, elle s'autorise pas à dire je t'aime, elle s'autorise pas à dire ses besoins sans crier. Donc il y a Ah, cette notion ok. de on va être deux personnes à occulter nos émotions. Comment faire? En allant chez une thérapeute, par exemple. Par exemple, je sais pas, je propose. Je sais. Voilà. Donc il y a cette déconstruction à avoir de si je veux avoir une thérapeute, effectivement, c'est pas que je suis fou, c'est pas que je suis faible. Pour un homme, c'est surtout ouais, mais je suis faible. Ça demande beaucoup de force, je crois, beaucoup de courage, Du courage. beaucoup d'humilité, Du courage. ouais, d'humanité. Je dirais. Beaucoup de courage. Mm. Donc ouais, c'est de l'accompagnement qui m'a pas le plus marqué, mais qui m'a. Il y a eu un cap qui a été passé. Mhm. Parce que tu comprends des choses, Mm. parce que ça te permet aussi derrière, dans ton accompagnement des femmes, de réintégrer une réalité Ouais. qu'on a besoin d'entendre. Les femmes souffrent dans leur réalité, les hommes souffrent dans leur réalité. C'est pas les mêmes sujets, mais les deux souffrent. Ouais. Est-ce qu'il t'aurait dit une phrase justement ou une réalité sur les hommes
en dehors de cette souffrance-là, qui est déjà reconnaissable, que t'aurais jamais entendu, enfin, à laquelle t'aurais même pas pensé. Genre, tu te dis, ah ouais, waouh, heureusement que j'ai eu cet échange avec cette personne-là. Il a confronté à un sujet, c'est on nous demande jamais ce que nous, quels sont nos besoins. C'est-à-dire que quand on rentre dans une relation, souvent la femme, elle arrive, elle va oui, j'ai besoin de ça, je veux que tu me fasses ça, je veux que tu me fasses ça. Mais le retour des hommes, et je crois que c'est la phrase qui m'avait le plus marquée, je dis, ah oui, mais c'est vrai. C'est nous, à aucun moment, on nous demande de quoi est-ce que nous avons besoin pour être épanouis. Mais moi, je réfléchis, je ne sais pas quoi en penser, je ne sais pas. Parce que je me dis, est-ce que c'est des besoins superficiels qu'on leur propose directement? Je te fais à manger, je te fais ci, tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est Bah, encore c'est des la cases. paix. La paix. La paix. Moi, j'étais partie dans... Je dis, mais attends, dites-moi la clé. On dit, bah, la paix. Je veux juste être en paix. Mais je dis, mais la paix, ça se définit comment pour vous? Alors, je vais prendre les phrases parce qu'elles sont... De pas avoir une folle à la maison qui te crie dessus quand tu rentres du travail. Bon, la paix pour lui, en tout cas, sa définition. Sa définition, c'est ça. C'est la notion... Il y a beaucoup la notion de communication. D'être capable d'exprimer les choses. D'être capable de partager autour des besoins. Tu sais, c'est marrant, je t'entends, je vois ce que tu veux dire. Ce que je trouve, pour moi, il y a une incohérence, enfin ça sonne en incohérent parce que je trouve que les femmes anticipent beaucoup les besoins des hommes, en tout cas dans certains cas, je ne veux pas faire de généralité, mais le truc de ça anticipe et ça communique énormément et souvent dans la réalité dont je parle, qui est une petite partie, bref, c'est souvent de moi je communique mais c'est l'homme qui est fermé et là je parle de type d'attachement évitant. Ça veut dire je parle pas avec toi, s'il y a de l'amour ou quoi, ou tu vois s'il y a de la communication, je fuis. Tu vois? Je vais revenir sur la notion de... On va beaucoup prendre des initiatives, mais de ce que nous, on pense être le besoin de l'homme. La question, c'est à quel moment on a posé la question, quel était son besoin. Ok. Souvent, la question n'a jamais été posée. Ok. C'est dans mon inconscient collectif. Ouais. Un homme, si je lui prépare son repas, si je fais ça, si je fais ça, si je fais ça, c'est bon. Ok. J'ai répondu à ses besoins. Mais à cette personne-là qui est unique, est-ce que je lui ai demandé à lui, pas ce que mon ex avait besoin, lui, quel est son besoin à lui? Quelle est sa définition de la paix à lui? Très honnêtement, je te dis, ah non. J'ai fait en fonction de ce que je croyais. pensais être ses besoins. Et souvent, quand tu poses la question à un homme, tu vas te rendre compte que son besoin, c'est assez simple, ou en tout cas, ça se définit d'une manière où ça ne te demande pas d'être autant investi ou de faire autant de choses, de te rincer, de te fatiguer. Des fois, ça peut être un truc tout bête. Hein. Moi, c'est j'ai une fois un client qui m'a dit c'est quand je rentre du travail, juste que ma femme elle me prenne dans ses bras. Ça me permet de couper avec ma journée de travail. Ah ouais, tu communiques là-dessus, c'est un truc simple, ça te demande 0 €. Et ça peut désamorcer plein de choses. Mais ça demande que chaque personne soit au clair avec son mode de fonctionnement et ses besoins. Ouais. On essaye de deviner beaucoup de choses, mais très souvent, c'est calqué sur une réalité qui n'est pas celle de la personne qui est en face de nous. T'as retiré homme, femme, et t'as dit le besoin de la personne en face de moi. La personne. La personne. Donc pas les stéréotypes qui vont L'humain. avec tous les hommes. L'humain. Pas tous les stéréotypes qui vont avec les femmes. L'humain. L'humain. Ok. 2 humains qui essaient juste de se comprendre et se découvrir dans ce qu'ils sont. Et ce qui fait que tu es unique, tu as ton histoire, tu as ta réalité, tu as ton mode de fonctionnement, tu as ce qui te fait du bien à toi et ce qui te fait du mal aussi à toi. Ouais. Mais si je prends pas le temps de te comprendre, de te questionner, et je vais faire des choses et je vais sûrement passer à côté et je vais me fatiguer. Pour rien. C'est vrai. J'aimerais savoir, à ton avis, comment on sait lorsqu'un accompagnement est terminé? Ça dépend du sujet abordé. Alors, je pars du principe que un cheminement, c'est toute une vie. Ouais. Cependant, on va pas aller voir un thérapeute toutes les semaines jusqu'à la fin de sa vie. On a besoin d'expérimenter des choses par nous-mêmes. Là, on ressent qu'on a fini un accompagnement, c'est qu'on se sent en sécurité d'être autonome pour la suite de son cheminement. En tout cas, pour le nouveau cycle qui s'ouvre devant nous. C'est des cycles. Ouais. Tu vas voir un thérapeute, tu travailles sur un cycle. Des traumatismes qui sont devant toi qui t'empêchent d'ouvrir le prochain cycle. Tu fais ton cycle souvent tout seul. Et puis des fois, tu peux sentir que tu as besoin d'avoir peut-être une séance, 2-3 séances à droite à gauche. Mais c'est tout. Ok. Ça va être ponctuel. Moi, je travaille comme ça.
Je vais accompagner une personne, je vais dire, OK, on va faire un cycle ensemble de 3 à 6 mois. On va travailler sur plein de sujets, on va faire l'inventaire de ta vie, on va nettoyer ce jardin pour que tu te sentes bien, serein, sereine pour la suite. Mais je dis, par contre, dans l'accompagnement qu'on va faire ensemble, moi, je vais te donner des outils pour que tu sois autonome pour la suite. Savoir gérer tes émotions, savoir analyser ce qui se passe dans ta vie. Donc, finalement, tu vas devenir ton propre thérapeute. Et des fois, oui, ponctuellement, on est un peu dépassé. Parce qu'il y a beaucoup d'émotions, parce qu'on n'a pas forcément la cohérence du sujet-là. Là, on peut retourner voir quelqu'un. Mais pour moi, c'est important d'avoir cette alliance entre quelqu'un devant toi qui va te comprendre, qui va être capable d'explorer avec toi des zones d'ombre où tu te sentiras en sécurité en respectant ton rythme, mais qui va aussi te donner des ressources pour que tu sois autonome et en confiance avec toi-même dans ton écoute personnelle. Ouais. Ce que la thérapie classique ne peut pas faire. Donner des outils, ce n'est pas le but d'une psychologie. C'est une introspection, c'est une compréhension des faits, mais on ne va pas te dire va écrire une lettre et va la brûler. On est sur un autre registre là. D'accord. Oui, je comprends. Ouais. Mais en tout cas, c'est la synergie de tout ça qui fait que l'accompagnement sera complet et que la personne, à la fin, elle va se dire « Ok, Katia, là, je me sens bien de faire la suite du chemin seule. » Et puis, une fois, de temps en temps, on se revoit en fonction du besoin. Ouais. De temps en temps. Moi, je dis aux personnes, hein, vis ta vie. Ouais. Vis ta vie, t'as les outils, teste, explore, t'as bien l'outil, tu me recontactes, je te repartage l'outil, il n'y a pas de problème. Mais c'est un cheminement d'une vie. On ne peut pas rester collé à quelqu'un comme ça. On a besoin de se sentir en confiance, on a besoin de se sentir beaucoup plus léger, certes. On a aussi besoin d'explorer des choses seuls. Sûr. Se casser la gueule, ça fait partie du process. Et se rendre compte qu'on a les outils pour se relever, ça fait partie du process. Exactement. Par contre, quand on est dans c'est une nouvelle porte qui est devant toi, tu sens que tu passes un sacré cap, Ouais. là, tu te dis, bon, j'ai les outils. Moi-même, hein. J'ai les outils, je sais me gérer. Je me dis, bon, ça sera quand même plus facile d'aller voir quelqu'un. Je vais aller voir mon thérapeute. Bah oui. Comme ça, c'est plus chill. Ouais, c'est ça, en Des fait. fois, juste, on veut Léger. relâcher la pression et dire, ah, je peux faire tout seul, mais une petite séance, dans une séance, on mâche un peu le travail. Ouais, Ça je fait du bien. Je comprends. Facilite-toi au mieux. Exactement. Vis au mieux. Ok, je comprends. Tu sais, cette question, elle m'a popé à l'esprit comme ça. Elle n'était pas prévue. Tu penses que... Peut-être que... Bon, allez, on y va. Tu penses que tes enfants, tes futurs enfants, ou pas, bref, tu penses que tes enfants, ils auront quel genre de mère avec eux? Toujours, pardon, en lien avec la première partie, parce qu'on disait que dans le transgénérationnel, ça impacte une personne qui a fait la paix ou qui est sur le cheminement d'acquérir des outils et qui est confiante, tout simplement. Ça offre quels parents pour ses enfants? Je pense que quand tu fais un travail sur toi, tu arrives avec plus de légèreté. Maintenant, il ne faut pas fantasmer le travail sur soi. Je m'explique. J'ai pas encore vécu la situation. Ok. C'est quand tu te confrontes à une situation où il y a certains traumatismes qui vont remonter à ce moment-là, des peurs et des croyances. Ok. Je sais pas quel genre de mère je serai parce que je suis pas encore maman, mais je sais que j'aurai la volonté de m'observer et d'aller travailler là où ça fait mal pour être plus à l'aise dans mon rôle de mère et être saine avec mes enfants. Je ne vais pas me projeter, j'en sais rien. Mais j'ai la volonté et la certitude que je ferai ce qui est en mon pouvoir pour offrir un cadre qui soit sécure pour eux et avoir l'humilité de se dire, là, il faut que je fasse un taf sur moi. Là, il y a un truc qui remonte, je ne l'ai pas vu arriver. C'est comme si quand tu es dans des relations sentimentales, tu dis, ah, j'ai fait un travail, j'ai travaillé ma blessure du rejet, hop, c'est la trahison qui arrive, tu fais, Qu'est-ce que c'est ça? J'ai travaillé. Donc, on ne peut pas prévoir les choses, mais en tout cas, d'avoir cette humilité, juste l'humilité de se dire, je ne sais pas ce qui va se passer demain, mais si je ressens que quelque chose arrive et ça peut mettre en danger mon lien avec le foyer aimant et sécure que je veux construire et co-créer avec mon partenaire, ah ouais, je vais faire le taf. T'as beau être thérapeute, t'as beau être tout ce que tu veux. Hein. C'est le travail d'une vie, c'est la beauté de la vie. Pour moi, c'est ça. Il faut te voir comme dans un jeu vidéo. Un jeu vidéo, t'as des niveaux, le personnage devient de plus en plus puissant, mais il se casse la gueule. Et c'est pareil.
c'est de se dire, OK, je vais passer des niveaux. À chaque niveau, peut-être que j'ai besoin d'avoir une ressource pour me permettre d'aller plus loin. Je dois avoir l'humilité de me dire, cette ressource, j'en ai besoin. Ouais. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? La sécurité de ce que je veux créer, de ce que je veux vivre, l'épanouissement, ou l'ego de me dire, je peux me débrouiller toute seule. Si, je vois ce que tu veux dire. Merci, puisque c'est vrai que je t'ai posé cette question-là. Ça se trouve, tu ne veux pas d'enfant, ou ça se trouve, et c'est OK, mais c'est vrai que, je sais pas, ça a popé. Je me suis dit, pourquoi pas? Pour moi, c'est bon. OK, Est-ce que pour toi, c'est bon? c'est cool, ouais. C'est vrai? Ouais. De toute façon, en vérité, et je sais que tu es d'une richesse et d'une générosité incroyable, sincèrement, dans ce que tu partages et dans la qualité de moments que tu offres. Merci. Dans tous les cas, s'il y a quoi que ce soit, on se repose. Mais bien sûr, avec plaisir. Avec plaisir.